Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 3 Normandie et sur les plateformes numériques de France TV pour vivre une cérémonie officielle à Bayeux sur les traces du général de Gaulle. Le 14 juin 1944, à peu près une semaine après le débarquement, après le D-Day, le général de Gaulle est venu depuis Londres, en Normandie, après 4 années passées en exil. À Bayeux, dans le Calvados, le général de Gaulle a fait un discours, son premier discours au peuple français, et il a imposé aux Alliés le retour de la souveraineté de la France sur les premiers territoires libérés. Ce rétablissement de la souveraineté de la France, eh bien, il a fallu le défendre avec force, et c'est ce qui va être mis en avant ce matin dans cette cérémonie officielle à Bayeux, cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le président doit arriver d'ici à peu près 15 ou 20 minutes sur la place du général de Gaulle à Bayeux pour prononcer un discours. Et le discours de l'époque du général de Gaulle sera également lu par un comédien. Nous allons vous faire vivre cette cérémonie avec, pour m'épauler, deux spécialistes. Christophe Bayard, professeur d'histoire et président de l'association Vive la Résistance basée dans l'Orne. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes aussi secrétaire général de la Fondation de la France libre. Et puis avec moi également Christophe Boutin. Bonjour Christophe. Bonjour. Politologue, professeur de droit public. Cette cérémonie ce matin à Bayeux, Christophe, elle est un petit peu différente de ce qu'on a vu depuis 3 jours en Normandie. On a eu des cérémonies qui étaient complètement liées au D-Day, à l'opération militaire. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Absolument. Quelque chose de différent puisque nous sortons du domaine militaire, nous sommes dans une des conséquences. Les Alliés prennent pied sur le sol français. Comment vont-ils s'organiser sur le sol français? Vont-ils organiser eux-mêmes le sol français ou au contraire, comme le veut le général de Gaulle, y aura-t-il le rétablissement de la souveraineté républicaine qu'il compte mettre en œuvre lui-même avec les hommes qu'il aura choisis et non pas sous le contrôle des Alliés? C'est toute la question et c'est pourquoi Emmanuel Macron sans doute a souhaité insister sur cet aspect particulier lors de ces commémorations. On a un historien très connu, qui est un spécialiste des débarquements, Jean Quélien, qui a dit que le sort de la France se jouait à Bayeux. Est-ce que c'est bien ça ? Le sort de la France, en tout cas le sort de la France libre, on sait que, mais notre collègue historien en parlera sans doute bien mieux que moi, on sait qu'il y a des tensions importantes entre le général de Gaulle et le commandement américain. On sait que le commandement américain a prévu une mise sous tutelle de la France libérée par eux et contrôlée par eux. On sait bien évidemment qu'il est hors de question pour Charles de Gaulle d'accepter cela. Il réclame et obtient donc une pleine et entière souveraineté républicaine. Il va mettre en place ensuite le gouvernement provisoire et il va mettre en place les nouvelles institutions. Alors avant de rejoindre le lieu de la cérémonie pour des images en direct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des images d'époque du 14 juin 1944. Donc le général de Gaulle est autorisé à débarquer en Normandie un peu plus d'une semaine après le D-Day. Il arrive par la mer et il va arriver à pied jusqu'à la place du château pour faire son discours. Nous allons voir des images d'archives qui sont commentées par Arnaud Soléo sur ce retour du général de Gaulle en France métropolitaine. Le 14 juin 1944, le général de Gaulle débarque entre Courseulles-sur-Mer et Grès-sur-Mer. C'est son retour en France. L'homme du 18 juin entre triomphalement dans Bayeux. Première sous-préfecture libérée en France. Le général va à la rencontre de la population, prononce un premier discours et surtout nomme Raymond Triboulet, issu de la Résistance, sous-préfet des communes libérées, afin d'assurer la continuité de l'administration française. 2 ans plus tard, le 16 juin 1946, le général revient. Il a quitté le gouvernement en janvier. Depuis, il est resté discret. Il choisit la ville du Bessin pour un second discours, celui qui restera comme le discours de Bayeux. Fondement de la Ve République, un régime à 2 chambres et un président de la République au pouvoir renforcé. C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française, en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif.
Un président de la République qui nomme les ministres en fonction de l'orientation du Parlement, promulgue les lois et est garant de l'indépendance nationale, ce qu'il fera à son retour au pouvoir en 1958. Voilà, 2 discours importants à Bayeux du général de Gaulle, 14 juin 1944, et puis ensuite 2 ans plus tard, en 1946, pour jeter les bases de ce que sera la Ve République. Christophe Bayard, il faut préciser que si le général de Gaulle est arrivé à Bayeux quelques jours après le débarquement, c'est parce que la ville, en fait, a été libérée très rapidement. Oui, c'est même d'ailleurs une ville qui est libérée rapidement dès le 7 juin et sans histoire. C'est-à-dire que la libération, elle dénote effectivement, elle se différencie des combats furieux qui ont lieu sur les plages dès le 6 juin au matin. Alors le 7 juin au matin, sans bataille furieuse, donc, et c'est ce qui va caractériser la prise de Bayeux. Les avant-gardes de la 50e division britannique qui a débarqué sur Gold Beach, on est dans le secteur de Gold, avait atteint d'ailleurs les lisières de la cité dès la veille au soir et avait décidé de reporter au matin suivant donc, la prise de la ville. Et c'est donc le 7 juin au matin que les Britanniques entrent dans Bayeux. Alors c'est la seule ville finalement qui va être à ce moment-là libérée et tombée intacte dans les mains des Alliés. Contrairement à beaucoup de villes normandes qui ont été bombardées, donc très détruites de façon très importante. On va tout de suite aller justement à Bayeux pour découvrir les images de cette cérémonie. Cérémonie donc qui a lieu sur la place qui est aujourd'hui la place de Gaulle et qui était à l'époque la place du Château, à l'endroit même où le général avait prononcé son premier discours. Et nous allons entendre le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens prennent des livres, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Le chant des partisans, interprété par le chœur de l'armée française,
chant de la libération, évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, hymne de la résistance française. Durant l'occupation, je vous rappelle, la musique a été écrite par Anna Marley, qui rejoint Londres après avoir quitté la France en 1940. Et puis les paroles sont écrites par Joseph Kessel. Alors on va préciser ce qui se passe à Bayeux, c'est que pour le moment il y a eu des lectures de textes et des chants donc, avec le chœur de l'armée française, et le président Emmanuel Macron doit arriver dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette cérémonie. Donc, le chœur de l'armée française qui était à la cérémonie internationale hier à Omaha Beach. Donc Christophe, le speaker l'a rappelé. Troisième temps fort de cette cérémonie. Le chant des partisans, c'est l'hymne de la résistance. Si vous me le permettez, je vais m'abstraire d'une introduction pour plonger directement dans les textes, les mots qui disent le charisme du général. 3 textes de combattants de la résistance qui ne laissent aucune place au doute. Ce général que l'on découvrait était une figure comme nous n'en avions jamais vu jusqu'alors. Un premier texte de François Jacob, extrait de la statue intérieure. François Jacob, compagnon de la Libération et futur prix Nobel de médecine, il s'engage dès 1940 dans les forces françaises libres. Le texte sera lu par Enzo. Un texte de Romain Gary, refusant la défaite, le lieutenant Romain Cassiou, puisqu'il choisira pour nom de plume Romain Gary et obtiendra 2 fois, vous le savez, le prix Goncourt. Eh bien, il sert comme lieutenant dans les forces aériennes de la France libre. Le texte sera lu par Capucine. Et puis, un texte de Raymond Triboulet, évidemment. C'est en tant que secrétaire à 36 ans du comité départemental de la Libération que Raymond Triboulet a la surprise d'accueillir le général de Gaulle à Bayeux, jusque-là agent de renseignement, informant les Alliés sur les positions allemandes en Normandie. Raymond Triboulet sort de la clandestinité et devient le premier sous-préfet issu de la résistance. Le texte sera lu par Margot. Je vous demande de les accueillir. Voilà, on est toujours dans l'hommage donc aux résistants, aux gens qui ont refusé donc de se soumettre au régime nazi, avec des lectures de textes par des élèves de Bayeux. François Jacob, extrait de la statue intérieure. Quand fut annoncée la prochaine inspection du général de Gaulle, on sentit dans tous les camps, avec une bouffée d'exaltation, comme un frémissement de curiosité. La plupart d'entre nous n'avions jamais vu ni entendu le chef de la France libre. Certains se rappelaient les photos qui avaient paru lors de la constitution du ministère Paul Reynaud. Mais on connaissait surtout le tract affiché sur les murs de Londres. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Et puis il y avait ce nom, De Gaulle, qui sonnait comme un défi, un programme, un coup de clairon, une charge de ses chars dont il s'était fait le stratège. Pendant cette marche à travers Londres, après mon engagement, j'avais retrouvé l'une des marottes de mon enfance. Comme autrefois, je m'étais mise à ruminer, au rythme de mon pas, sur le thème de ce nom. Gaulle, 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 Gogol, Gogol, Goménol, Goth, Gotha, Gothique, Golgotha, Golgothique, Golégotha et Golégothique. J'attendais donc une sortie de monument gothique. Et ce fut un personnage gothique que je découvris quand, flanqué d'une aide de camp, marchant à grands pas enjambés, le général arriva dans les troupes assemblées. Les clairons, les drapeaux, les hommes au garde à vous. C'est la France même qui se dressait dans ce coin d'Angleterre. On en avait la chair de poule. Brève allocution du général. Impressionnant personnage. Immense, avec un nez immense, des paupières lourdes, la tête rejetée en arrière. Debout, les jambes légèrement écartées, il avait la majesté d'une cathédrale gothique.
la solidité d'un pilier gothique, avec des gestes lents et gauches qui dessinaient des ogives gothiques, des arcs, des vaisseaux, des portails gothiques. Sa voix même, profonde, hachée, semblait ricocher sous des voûtes, comme un cœur au fond d'un nez gothique. Il parla, il fulmina, il tonna contre le gouvernement Pétain. Il dit les raisons désespérées. Il prophétisa, il brassa le monde, les armées, les forces, les peuples. Il dessina les phases à venir de la guerre, les moments difficiles, la victoire finale, inéluctable. Il décrivit la nécessité de la présence française, des troupes françaises sur tous les champs de bataille. Il nous promit des combats, des victoires, la victoire. Puis le général repartit à grands pas. « Un comme ça, j'en avais jamais vu », me dit Roger le soir. Il avait la même impression que moi. L'impression que De Gaulle était au-delà de toute espérance, l'homme de la situation. L'impression que pour faire la guerre, pour participer à la reconquête de la France, nous avions trouvé la bonne adresse. On a entendu dans ce discours une référence à la stature du général de Gaulle, qui était un homme grand et imposant. Les Français ne l'avaient jamais vu, en fait. Ils le découvraient absolument, hein, et notamment les compagnons qui rejoignaient Londres découvraient de Gaulle comme une cathédrale gothique, selon François Jacob. J'ai pas eu la bonne information. Peux-tu... Parce que le général était surtout une voix, en fait, avant qu'il remette. Et je suis au lycée Jeanne d'Arc de Bayeux. Merci, Valentin. Voilà, alors une petite précision d'identité pour le jeune homme qui va lire le texte suivant. Oui, le général, c'était une voix, mais pas forcément un physique, il n'y avait pas autant d'images à l'époque. Tout le monde les connaît. Extrait de Romain Gary, La promesse de l'aube, 1960. Cela t'advint au cœur de l'Afrique équatoriale, à Bangui, dans l'Oubangui-Chari, en 1941. Je m'y trouvais depuis quelque temps avec 2 autres équipages de mon escadrille, lorsque nous fut annoncée la visite du général de Gaulle en tournée d'inspection. Nous décidâmes d'honorer le chef de la France libre par un spectacle de théâtre et nous mîmes aussitôt à l'ouvrage. Une revue extrêmement spirituelle de la vie de ses auteurs, destinée à dérider notre illustre visiteur, fut composée sur le champ. Le texte était très gai et léger, pétillant d'esprit et de bonne humeur, car nous étions à l'époque des grands désastres militaires de 1941 et nous étions fermement résolus à témoigner devant notre chef d'un moral à toute épreuve et d'un entrain endiablé. Nous donnâmes notre première représentation avant l'arrivée du général pour mettre le spectacle bien au point et nous eûmes un succès très encourageant. Le public applaudissait à tout casser et bien qu'une mangue se détachât parfois d'un arbre et tomba sur la tête d'un spectateur, tout se passa vraiment très bien. Le général arriva le lendemain matin et, le soir, assista à la représentation en compagnie des chefs militaires et autres personnalités politiques de son entourage. Ce fut un désastre complet. J'ai juré depuis de ne plus jamais jouer la comédie, ni chanter la chansonnette devant le général de Gaulle, quelles que soient les circonstances dramatiques que mon pays traverserait. La France peut me demander tout, mais pas ça. Je reconnais que l'idée de jouer des petits sketchs fripons devant celui-ci, qui se tenait tout seul dans la tempête et dont la volonté et le courage devaient soutenir tant de cœurs défaillants, n'était pas ce que notre jeunesse avait trouvé de plus heureux. Mais je n'aurais jamais cru qu'un seul spectateur dans la salle, parfaitement correct et silencieux, pût réduire les acteurs et le public entier à un tel état de gravité. Le général de Gaulle, dans sa tenue blanche, se tint très droit, au premier rang des spectateurs, le képi sur les genoux, les bras croisés. Il n'a pas bougé, tressailli ou marqué une réaction quelconque pendant toute la durée de la représentation. Je crois simplement me rappeler qu'à un moment, alors que levant très haut la jambe, j'esquissais un pas de French cancan, cependant qu'un autre acteur s'exclamait « Je suis cocu, comme son rôle l'exigeait. Je crus percevoir en louchant un léger frémissement de la moustache sur le visage du chef de la France libre. Mais peut-être me suis-je trompé. Il se tenait là, très droit, les bras croisés, et il nous fixait avec une sorte d'implacable attention. Mais le phénomène le plus étonnant fut l'attitude des 200 spectateurs. Alors que la veille, la salle entière riait, éclatait en applaudissements et s'amusait follement, cette fois, pas un rire ne monta vers nous du public. Pourtant, le général était assis au premier rang et les spectateurs ne pouvaient guère lire l'expression de son visage.
à ceux qui affirment que le général de Gaulle ne sait pas établir un contact avec les foules et communiquer ses sentiments, je donne cet exemple à méditer. Je vous remercie. Merci Valentin. Le texte de Romain Gary, qui était un compagnon de la Libération. Oui, absolument. Un des 1038 compagnons de la Libération. Texte de Raymond Triboulet. Le général de Gaulle m'a toujours dit que la date du 14 juin 1944 avait autant d'importance pour lui que la date du 18 juin. Car, à la date du 18 juin, il avait compris qu'il fallait continuer la lutte, que c'était l'honneur de la France qui en dépendait. Il avait continué cette lutte avec les forces françaises de l'extérieur. En ce qui concerne la résistance, il avait bien vu une série de résistants qui étaient venus le voir à Alger, à Londres, mais il savait qu'ils étaient très minoritaires. Les vrais résistants étaient très peu nombreux. Et puis, nous ne pouvions pas avoir de liaison. Sans ça, nous aurions été décimés. Nous étions assez dispersés. Or, le général ne pouvait rétablir en métropole l'État républicain qu'avec l'adhésion populaire. Le général de Gaulle est arrivé, le 14 juin 1944, en se demandant quel serait l'accueil de la population. Il savait qu'on avait bombardé les villes, qu'il y avait des destructions, et il était anxieux. Lorsqu'il entra à Bayeux, précédé de l'admirable général Kenning, enfant du pays qui traversa la ville avec un bouquet de fleurs à la main en annonçant son arrivée, toute la ville se précipita pour lui réserver un accueil inoubliable. Cet accueil a marqué sa vie. C'est pourquoi il a fait son discours, son fameux discours constitutionnel à Bayeux, et non pas à Paris, à Strasbourg, n'importe où ailleurs où il aurait pu le faire. Merci Margot. Merci Valentin. Merci Enzo. Je vous propose à présent d'accueillir une cantatrice, une soprano que vous connaissez probablement sous le nom de Miss Liberty. Si vous voulez bien accueillir Nathalie Nico. Miss Liberty, je vous laisse la scène pour J'ai deux amours de Joséphine Baker. On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Miss Liberty, Nathalie Nico, cantatrice soprano. Merci mille fois pour cette magnifique interprétation. Alors le choix de Joséphine Baker, voilà, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que c'était une résistante, Joséphine Baker. Oui, absolument. Elle a été très courageuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle admirait le général de Gaulle, mais elle avait surtout envie de s'engager dans ce combat pour la libération de la France et contre le fascisme. C'était une femme également, une militante engagée. À présent, débuter dans quelques instants la suite de cette cérémonie. Monsieur le président de la République, Madame Brigitte Macron, vont nous rejoindre dans quelques instants. Merci à vous toutes et tous d'être présentes et présents avec nous pour cet hommage républicain, ce retour de la souveraineté républicaine marqué ici à Bayeux. Point de départ, comme je le dis, avant-poste du retour de cette souveraineté républicaine tant attendue. Nous marquons une très courte pause. Donc, le président va arriver dans quelques minutes pour entamer le deuxième temps de cette cérémonie, ce qui va nous donner l'occasion de vous donner quelques éléments de contexte sur ce retour de la souveraineté républicaine. Déjà, essayer de comprendre qui était ce général de Gaulle, qui n'était pas connu du grand public avant la guerre, qui n'était pas un homme politique d'ailleurs. Qui avait eu des fonctions politiques, qui avait effectivement été intégré dans les derniers gouvernements, qui avait des liens avec les hommes politiques. Il était quand même déjà connu pour avoir écrit des ouvrages militaires considérés comme importants dans les milieux de l'armée, même si effectivement les préconisations qu'il avait faites de l'utilisation de la force blindée n'avaient pas été suivies comme il l'entendait. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà un certain écho. Par contre, effectivement, qui n'était pas connu dans la population. Et dans la lettre qui a été lue tout à l'heure, la lettre de Raymond Triboulet dit très bien cette inquiétude qui pouvait être celle du général de Gaulle lorsqu'il a pris pied sur le sol français, de savoir s'il y aurait ou pas une adhésion populaire. Alors on voit que le président Emmanuel Macron est en train d'arriver. Il faut rappeler donc que de Gaulle a été dès le 17 juin 1940, quand le maréchal Pétain demande un armistice aux dirigeants du Troisième Reich, il prend la décision d'entrer en résistance, on peut le dire comme ça. Oui, c'est vrai que ces journées du fin mai, début juin, évidemment, la campagne de France, la lourde défaite de la France à ce moment-là, vont compter énormément dans le cheminement du général de Gaulle. Alors, il est d'abord général au début du mois de juin à titre temporaire. C'est un colonel qui avait commandé donc un régiment de chars et qui s'était illustré à la fin du mois de mai dans ses combats et qui avait rejoint le gouvernement également, donc au tout début du mois de juin, comme en qualité de sous-secrétaire d'État à la guerre, ce qui est très important évidemment pour lui, ce qui lui permettra aussi de rejoindre Londres et le 17 juin depuis Bordeaux, l'aérodrome de Bordeaux, et de rejoindre Londres et d'avoir ensuite ce destin extraordinaire, puisque c'est l'homme du 18 juin, bien évidemment. Mais il lance un appel à la radio, l'appel du 18 juin, qui à l'époque n'est pas beaucoup entendu en France. Absolument, absolument. Et peu de gens d'ailleurs dans cette débâcle. Il faut imaginer les millions de Français sur les routes à ce moment-là. La défaite, la lourde défaite donc des armées anglaises puis françaises. Et effectivement, peu de gens entendent l'appel, mais l'appel va être répété et va être diffusé. Ensuite, de bouche à oreille, va être connu petit à petit. Mais ça reste effectivement au tout départ donc une population très restreinte qui entend parler du général de Gaulle. Et des volontaires vont ensuite le rejoindre à Londres pour répondre justement à cet appel. Voilà, et de Londres va s'organiser toute cette résistance et puis c'est ce qui va constituer ensuite, au fil des mois et des années, une vraie force pour reprendre le gouvernement de la France en 1944, au moment de la libération. On voit le président et son épouse qui arrivent, qui rejoignent la cérémonie à laquelle participe également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors le programme, c'est que un comédien va lire le discours du général de Gaulle, le discours prononcé le 14 juin 1944 sur la place du Château, sur une estrade qui avait été montée sous les arbres d'ailleurs,
parce qu'on n'était pas à l'abri d'une attaque aérienne. Donc il fallait rester évidemment camouflé. Le général de Gaulle, en fait, c'est ce qu'il a fait à Londres. Il a été rejoint par ce qu'on a appelé les Français libres. Absolument, il crée les forces françaises libres. Hein. Ce sont des jeunes volontaires, alors hommes et femmes également, qui vont signer un acte d'engagement. Il y a des actes d'engagement. Ils seront quelques milliers tout au plus dans cet été 1940. Et également des volontaires vont le rejoindre depuis les colonies également. Il va y avoir une volonté de constituer un territoire, donc une assise territoriale, et des colonies dès l'été 1940 vont rejoindre, et notamment l'Afrique équatoriale française, qui sera finalement la base principale des forces françaises libres en Afrique, et la capitale Brazzaville. Donc ce sera très important, mais effectivement, ils arrivent un à un, individuellement bien souvent. Il y a quelques groupes, malgré tout, notamment des légionnaires qui, revenant de Narvik, vont rejoindre les forces françaises libres à Londres. Le président de la République, Madame Brigitte Macron, chers invités en vos grades et qualités, je suis à nouveau très honoré d'être devant vous aujourd'hui pour cette cérémonie exceptionnelle. Nous célébrons, je le disais un peu plus tôt, un anniversaire fondamental pour notre démocratie, les 80 ans du retour de la souveraineté républicaine. Un homme, un lieu, une date parviennent parfois à façonner l'histoire durablement, la grande histoire, celle qui s'inscrit dans les mémoires, dans les manuels, dans les livres d'histoire, dans le récit collectif, le récit national, et même parfois dans les cœurs. Le 14 juin 1944, à 14h30, après avoir débarqué du torpilleur La Combattante, le général de Gaulle entre dans Bayeux. C'est la première fois que le général revient sur le sol de la France métropolitaine depuis juin 1940. Il va alors prononcer un discours fondateur qui marquera la renaissance de la République, et les paroles du général de Gaulle se font aussitôt action. On ne saurait laisser les forces alliées, malgré leur engagement indéfectible à nos côtés pour notre liberté, eh bien, on ne saurait laisser les forces alliées battre monnaie ou conduire la destinée de la France à notre place. Une France promise à une libération prochaine au prix de combats acharnés. Non, le peuple français reste et restera souverain. La République renaît de ses cendres ici, à Bayeux, avec le général de Gaulle, et personne ne pourra l'arrêter. Je vous propose d'écouter les mots du général de Gaulle prononcés le 14 juin 1944, et c'est le comédien Michel Faux qui nous offre cette lecture. « 14 juin 1944. Nous sommes tous émus en nous retrouvant ensemble dans l'une des premières villes libérées de la France métropolitaine. Mais ce n'est pas le moment de parler d'émotion. Ce que le pays attend de vous, à l'arrière du front, c'est que vous continuiez le combat aujourd'hui, comme vous ne l'avez jamais cessé depuis le début de cette guerre et depuis juin 1940. Notre cri maintenant, comme toujours, est un cri de combat, parce que le chemin du combat est aussi le chemin de la liberté et le chemin de l'honneur. C'est la voie de la mère patrie. Nous continuerons à faire la guerre avec nos forces de terre, de mer et de l'air, comme nous la faisons aujourd'hui en Italie, où nos soldats se sont couverts de gloire, comme ils le feront demain en France métropolitaine. Notre empire, entièrement rassemblé autour de nous, fournit une aide énorme. Nous combattrons pour la France avec passion, mais aussi avec raison. Vous qui avez été sous la botte de l'ennemi et avez fait partie des groupes de résistance,
vous savez ce qu'est la guerre. C'est une guerre particulièrement dure, cette guerre clandestine, cette guerre sans armes. Je vous promets que nous continuerons la guerre jusqu'à ce que la souveraineté de chaque pouce du territoire français soit rétablie. Personne ne nous empêchera de la faire. Nous combattrons aux côtés des Alliés, avec les Alliés, comme un allié. Et la victoire que nous remporterons sera la victoire de la liberté et la victoire de la France. Il faut nous interpréter le discours de Bayeux du général de Gaulle. Voilà, on a entendu beaucoup le mot allié dans ce discours. Oui, on entend beaucoup le mot allié, effectivement. Les alliés, nous combattrons avec les alliés et comme un allié pour bien montrer que la France est au premier rang des combats, absolument comme les autres, même si ces troupes n'ont pas été engagées comme De Gaulle l'aurait peut-être voulu lors du 6 juin. Voilà, maintenant, c'est le président Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Madame, Monsieur le Ministre, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, ici, sur cette place de Bayeux, dans l'après-midi du 14 juin, la voix du général de Gaulle salua la foule, nous venons de l'entendre, et par-delà la France et le monde. Voix familière, voix entendue le 18 juin 1940, 4 ans plus tôt, presque jour pour fustiger l'armistice signé par le maréchal Pétain et signifier que si la France avait perdu une bataille, elle n'avait pas perdu la guerre. Voix guidant les pêcheurs de l'île de Sein et les patriotes en route vers Londres. Voix qui avait exhorté, tempêté, convaincu sur les ondes de la BBC, où il pouvait se faire entendre grâce à l'amitié du peuple britannique et de son gouvernement. Voix dessinant toujours le chemin du combat, de la liberté, de l'honneur, de la résistance. Peu à peu, la voix du général, durant ces années, s'était imposée à travers tant d'épreuves, dans les silences, les couloirs vides de Carlton Gardens, dans la solitude souvent, dans la mélancolie des outrages, dans les batailles diplomatiques homériques avec les Alliés et la joie des compagnonnages héroïques. Voix de commandement dont la force avait permis, pour le salut de la France, de rassembler autour d'elle des femmes et des hommes représentant toutes les traditions politiques de la République, et même celles qui avant-guerre lui étaient opposées. Voix que l'on racontait, que l'on imaginait, que l'on guettait autour d'une TSF, dans l'arrière-salle d'un café clandestin ou dans un poste militaire des déserts tunisiens. Voix qui n'avait jamais cessé de porter une parole de devoir et d'espoir, et qui, le jour du débarquement, avait célébré le début de la bataille de France. Alors, le matin du 14 juin, sur la plage de Courseulles-sur-Mer, la voix du général de Gaulle, à coup sûr, s'était altérée d'émotion en saluant des Français. Aux premières heures de son retour sur le sol de France métropolitaine, pour la première fois depuis 4 ans. Et sa voix avait dû gronder, encore, au quartier général de Montgomery, quand le général de Gaulle avait exigé de se rendre seul à Bayeux, libéré une semaine plus tôt. À Bayeux, une foule l'attend, prévenue, assemblée grâce au chef de la résistance locale, Guillaume Mercadet, patientant devant l'estrade disposée sous la cime des arbres et à l'abri des escadrilles allemandes. Pour la première fois depuis 4 affreuses années, écrira plus tard le général, une foule française entend un chef français
dire devant elle que l'ennemi est l'ennemi, que le devoir est de combattre et que la France, elle aussi, remportera la victoire. En quelques phrases, le général de Gaulle galvanise une fois encore les forces de la résistance intérieure. Les troupes du général Leclerc s'apprêtant à débarquer et viser Paris, les maquisards du Vercors et de Provence. Paroles aussitôt acclamées et saluées affirment les mémoires locales par un rayon de soleil traversant la grisaille. Oui, cette voix, les Français la connaissaient. Voix de la France, voix reconnaissable entre mille, voix que les patriotes avaient appris à tenir pour celle de l'honneur. Mais l'homme, il le découvre. À Bayeux, en juin 1944, une voix prend visage humain et la France reparaît sur notre sol. Depuis 1940, le général de Gaulle insufflait l'espérance. À Bayeux, d'un mois de juin l'autre, il incarne la Renaissance. Ce jour-là, la France est là. Elle renaît. Avec la force de notre longue histoire, cette tresse dont le fil déjà passé dans la tapisserie de Bayeux, dans les batailles et les victoires de notre peuple menées pour l'universel. Avec la fin du régime de Vichy, dont l'ordre s'écroule peu à peu, et l'un des fidèles compagnons du général, Claude Étier de Bois-Lambert, jette à terre le portrait du maréchal Pétain qui trônait dans la sous-préfecture de Bayeux. La France est là, patrie de la cathédrale de Rouen et des commandos de Kiefer. La France se dresse aux yeux du monde à Bayeux, alors que jusqu'alors, l'avenir du pays libéré restait en suspens. Serait-elle, comme l'Italie, délivrée du fascisme, mais administrée militairement par les Alliés? À quelle autorité incomberait la charge de relever la nation et d'unir un peuple éprouvé? À Bayeux, la France s'affirme, comme à Isigny, où le général se rend ensuite, quand sur les routes de Normandie, dans l'ombre des plages du débarquement, le pays l'acclame. Onction populaire qui tranche tous les fantasmes, toutes les intrigues. Le destin de la France s'écrira avec le chef de la France libre. À travers lui, c'est décidé à Bayeux. La France renaîtra avec notre peuple, pour notre peuple, par notre peuple. La France reprend pied sur un sol encombré des fosses communes des morts du Mont Valérien, un sol où fut assassiné Jean Zay par la milice et assassiné puis enfui Missak Manouchian par les nazis, sol ensanglanté par le sacrifice des maquis des Glières et de Saint-Marcel, un sol où passent encore les chemins de fer de la Shoah, un sol parcouru de tant d'ombres, de tant de spectres. La France pourtant se relève. Avec ces mots de Bayeux, avec cette acclamation du peuple, avec les premières décisions du général, la France reprend ses droits pour elle-même et pour le monde. Dès cet instant, Roosevelt et Churchill en prennent acte. La France, comme continuité dans l'histoire et présence dans le siècle, patrie rêvée et charnelle, France, doux pays de l'espérance. La France se retrouve à Bayeux quand, à l'invitation du général, la foule entonne la Marseillaise, ce chant dont Marc Bloch, officier de l'étrange défaite, disait qu'il exprimait à la fois le culte de la patrie et l'exécration des tyrans. La France reparaît alors, universelle et fière, comme l'appelait pour l'avenir Marc Bloch avant sa mort. La France renaît, avec ceux entourant le général de Gaulle sur la place de Bayeux, avec Maurice Schumann, l'orateur de la France libre, qui a introduit alors le discours du général, avec Pierre Viénot, le diplomate, avec Pierre de Chévigné, nommé chef de la région militaire libérée, avec Gaston Palevski, l'un de ceux qui préparaient à Londres le retour de l'État républicain, avec ce qui a créé la nation, lui assure ordre et progrès, autorité et liberté,
la France renaît par la force de l'État. Ainsi, la France renaît-elle avec François Coulet, premier commissaire de la République, avec Raymond Triboulet, premier sous-préfet à Bayeux, qui, pendant les semaines estivales de la bataille de Normandie, font de la ville un îlot de calme dans une mer de combat, organisant le soin des blessés, l'accueil de milliers de réfugiés, fortifiant la solidarité exceptionnelle des habitants de la ville, restaurant sur notre sol l'esprit de fraternité. Avec les autres commissaires de la République et tous les serviteurs de l'État nommés par le général de Gaulle, qui dissipent la tentation de se concilier avec les autorités de Vichy ou à l'inverse, de céder aux sirènes du chaos, de la sédition. La France renaît dans l'ordre de la République. Avec Charles Luizet, le préfet qui a rétabli l'autorité de l'État dans la Corse libre, désigné pour accomplir le même rôle à Paris, encore aux mains des Allemands. Avec Jean Cassou, l'amoureux d'art et de fraternité, ancien du cabinet de Jean Zay, nommé commissaire de la République à Toulouse. Avec Raymond Aubrac, héros de l'armée des ombres, commissaire de la République à Marseille. Avec Francis Louis Clozon, commissaire de la République à Lille. Avec Michel Debré, commissaire de la République à Angers. Avec Yves Farge, commissaire de la République à Lyon. Avec Henri Ingrand, commissaire de la République à Clermont-Ferrand. Avec eux, qui font face aux difficultés épiques d'un pays qui manque de tout, mais s'abreuve de liberté. Avec ces serviteurs de l'État, héritiers des représentants de la Convention et de la Révolution, dépositaires de la mémoire de Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loire, martyr de la Résistance. Avec l'esprit de l'œuvre de Jean Moulin, le Conseil national de la Résistance, esprit de dépassement et de rassemblement. La France renaît en rétablissant les libertés démocratiques de notre peuple, dans un fleurissement de journaux enfin libres, et ici, à Bayeux, parut bien vite La Renaissance du Bessin, premier journal de la France métropolitaine libérée. La France renaît, en accordant de nouvelles libertés, parce que notre nation procède toujours ainsi, à travers les soubresauts, les tourments, dans une conquête plus complète encore des droits et de l'émancipation. La France renaît avec les Françaises, dont l'établissement du droit de vote fut l'une des premières décisions en avril 1944 du Comité français de libération nationale. La France renaît avec ses pionnières, avec Jeanne Adjé, première femme médecin de campagne, dirigeant la libération de l'Hérault, Marie-Hélène Lefauchot, résistante organisant le rapatriement des prisonniers déportés, Gilberte Brossolette, qui prête sa voix et son courage à la cause de la liberté, avec Raymonde Fiolet, première femme à Soissons, à diriger une municipalité, avec tant d'autres anonymes et inlassables. La France renaît, confiante malgré les deuils, le chagrin, les privations, mais unie dans la liesse ce jour-là à Bayeux. Oui, notre territoire n'est pas encore totalement libre que déjà, dans les préfectures et les conversations, dans les songes et les décrets, s'invente un avenir de progrès. La France n'est pas encore totalement délivrée du joug nazi. Le Reich n'est pas encore vaincu, que déjà notre nation est assise à la table des vainqueurs, place que le sacrifice des Français libres lui a conquise. La France renaît à Bayeux, autour de ce qui nous fonde comme nation, une histoire millénaire, l'indépendance du pays, la souveraineté du peuple et l'autorité de l'État. Vision de la France qui nous constitue, quête d'idéal poursuivie ici en 1944 et en 1946 par le général de Gaulle revenant là pour présenter son ambition d'une république nouvelle. Oui, quand le siècle est sombre toujours, les Français font renaître la France.
Alors je le dis devant vous qui êtes dépositaires des plus hautes responsabilités électives, vous qui êtes dépositaires des fonctions les plus importantes de l'État sur ce sol, je le dis devant nos compatriotes ici et nos enfants. Ce jour-là, à Bayeux, rien n'était écrit. Mais par la volonté d'un homme et l'intuition d'un peuple, tout s'est réinstallé. Et nous sommes tous ensemble, chacun, chacune, les dépositaires de cette histoire plus grande que nous, de ces femmes et ces hommes que je viens ici d'évoquer devant vous et qui ont eu le courage au milieu du chaos de restaurer l'autorité de l'État pour que revive la nation libre et indépendante. Ne l'oublions jamais. Nous sommes toutes et tous les citoyens d'une nation, d'une république plus grande que nous, parce qu'elle est le fruit d'une volonté chaque jour, réinventée, au service de nos enfants, et forte de cette histoire millénaire, plus grande que nous. Alors quand les temps sont difficiles, et quand la peur ou la résignation menace de vaincre toujours, voilà la France, notre devoir et notre chance. Et à présent, je vous demande de chanter avec moi notre hymne national, la Marseillaise. Vive la République, vive la France. Un discours dans lequel Emmanuel Macron a cité les représentants de 1944, les représentants du gouvernement provisoire, les premiers territoires libérés en 1944. On va écouter la Marseillaise devant les élus locaux ici, avec le maire de Bayeux, Patrick Gaumont, Elisabeth Borne, députée du Calvados, ancienne première ministre, et Stéphanie Yoncourta, qu'on a aperçue députée européenne. Voilà, la Marseillaise qui va être chantée aussi avec les enfants de Bayeux. Bellevue et Leto. Avec les élèves des écoles primaires Leto et Bellevue de Bayeux. Voilà, avec cette Marseillaise, donc c'est la cérémonie qui va bientôt se terminer. Christophe Boutin, le politologue que vous êtes, a noté des choses dans ce discours présidentiel, discours assez long d'ailleurs.
Oui, pas excessivement non pour Emmanuel Macron, qui est un spécialiste des discours sur la longueur. Mais effectivement, il y avait plusieurs éléments intéressants. Le premier élément intéressant qui a pu surprendre les auditeurs, c'est l'énumération de tous ces noms qui ont pris le pouvoir localement, qui se sont formés l'ossature de l'administration mise en place par le général de Gaulle. Et on pouvait se demander à quoi servait cette énumération, et je crois qu'Emmanuel Macron l'a expliqué à la fin. Ce qu'il a expliqué en disant que c'est le retour de l'autorité de l'État qui avait permis, disait-il, que vive la nation, une nation libre et indépendante. Et il a, à un autre moment dans le discours, expliqué que c'était l'État qui formait la nation. Donc on voyait bien ici cet élément très important. Il a parlé aussi de volonté. Vous voyez, volonté, autorité, des éléments très clairs. Et quand il a, à un autre moment de son discours, quand il a parlé de la France est revenu, le mot est revenu très souvent. On pensait que ce serait la République, puisqu'il parlait du retour de la souveraineté républicaine et qu'il y aurait un débat justement sur République et Vichy. Pas du tout. Il a parlé de la France. Et quels sont les 4 éléments qu'il a donnés pour expliquer ce qui faisait l'ossature de la France? L'histoire millénaire d'une part, l'indépendance nationale d'autre part, la souveraineté du peuple et enfin l'autorité de l'État. Vous voyez les 4 éléments clés qui, pour lui, sont des éléments essentiels qui expliquent notre cohésion, notre survie en tant que nation. Et par là même, la place de l'État, la place, je dirais, un peu première dans ce discours, la place de l'État est apparue comme particulièrement importante. Alors on voit... Sur le lieu de cette cérémonie, le président et son épouse ont se prêté à quelques séances photos avec les enfants notamment, comme il l'a fait sur les cérémonies précédentes. Le rôle de l'État, alors quand on arrive en 1944 avec le général de Gaulle qui reprend la main en quelque sorte, on a quand même officiellement en France un gouvernement qui est le régime de Vichy, mais qui va être considéré ensuite comme étant une sorte de parenthèse, comme quelque chose de nul en fait, qui n'a pas compté. Absolument, c'est la célèbre ordonnance du 9 août 1944, dont le titre d'ailleurs est l'ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, pour mieux expliquer que sur d'autres territoires, la légalité républicaine n'avait jamais disparu. Et c'est l'article 1er de l'ordonnance de 1944 qui, je crois, est absolument essentiel, qui dit en 2 phrases, la forme du gouvernement est et demeure la République, point. En droit, celle-ci n'a jamais cessé d'exister, point. C'est l'article 1er. Et de cela, on déduit l'article 2. Tous les actes du gouvernement dit État français, gouvernement de Vichy, sont nuls et non avenus. Voilà le rétablissement technique de la légalité républicaine. Dans son discours, le président Macron a aussi parlé de toutes ces avancées qui ont été mises en avant en 1945 avec ce gouvernement qui a notamment créé la sécurité sociale, qui a institué le vote des femmes. Christophe Bayard, en fait, les gens qui arrivent au pouvoir avec le général de Gaulle sont quasiment tous issus de la résistance. Oui, absolument. C'est vraiment très... On a pu s'en apercevoir d'ailleurs dans la liste des noms là, qui ont été cités, des commissaires de la République ou des cadres de la France libre hein, vont être placés instantanément d'ailleurs hein, pour qu'il y ait une continuité finalement que la France telle qu'on l'a entendu donc reprenne sa place évidemment et cette France républicaine. Ces résistants n'ont pas fait que de vouloir libérer la France. Il y a l'action libératrice, les combats. Il y a également effectivement une réflexion qui est menée très rapidement. D'ailleurs, le général de Gaulle l'avait souhaité, puisque la France libre est également une action politique, davantage que militaire d'ailleurs, ce qu'on comprend tout à fait à Bayeux, avec la volonté ensuite de restaurer l'autorité. Alors, on va écouter la garde républicaine qui s'est mise en place pour jouer.
le président qui va repartir, puisqu'il y aura une cérémonie tout à l'heure en tout début d'après-midi à Cherbourg, une cérémonie pour parler du port de Cherbourg qui a été un enjeu stratégique lors de l'opération Overlord, port qui a été repris par les Américains fin juillet, par les Alliés donc, et ça nous donne l'occasion de parler justement des Alliés et de Gaulle, parce qu'en fait, le plan, si j'ose dire, n'était pas d'installer De Gaulle à la tête de l'État français. Les Alliés avaient un autre projet et qui passait par ce qu'on a appelé l'AMGOT. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de coup de génie d'ailleurs du général de Gaulle sur cette journée du 14, mais les 4 années de France libre puis de France combattante ont été une succession de miracles quasiment de la France libre. Le général de Gaulle ayant été écarté à peu près de tout par rapport au plan des Alliés. C'était en 1942 d'ailleurs les Alliés les États-Unis qui avaient caché à de Gaulle la date du débarquement en Afrique du Nord, l'opération Torche. Et puis le débarquement, rappelez que le 4 juin 1944, donc la veille du débarquement, De Gaulle est à Alger. Et on l'informe que le débarquement aura lieu le 5. Il est reporté. Là, on voit, Christophe, les images donc, du fameux retour du général de Gaulle le 14 juin, donc, qui débarque à Courseulles-sur-Mer, à bord de la combattante, qui est emmené en jeep, qui va visiter d'ailleurs le QG de Montgomery, et qui ensuite va prendre l'initiative d'aller à Bayeux et de traverser la foule. Est-ce qu'on peut dire quelque part, c'est un petit peu un coup de force du général de Gaulle pour bien montrer aux Alliés qu'il n'a pas l'intention de suivre le plan, d'être placé sous protectorat comme il le prévoyait ? Absolument, là c'est vraiment très très important. De Gaulle souhaite rencontrer les Français, ce qui est une première évidemment, puisqu'il y a 4 ans qu'il n'a pas posé les pieds sur le sol métropolitain, presque jour pour jour, et le 14 juin, donc il tente, effectivement, c'est un coup d'audace, mais comme beaucoup d'ailleurs par le général de Gaulle dans la France libre et dans cette France combattante, la rencontre avec les Français qui va permettre de déjouer donc les intentions américaines de mettre en place le fameux plan AMGOT, le gouvernement militaire allié des territoires occupés, l'AMGOT, qui est une administration finalement américaine en France, avec une monnaie d'ailleurs. Le général de Gaulle sera furieux de voir Ils avaient déjà préparé les billets en fait. Ces faux dollars français en quelque sorte, et c'est vrai que le général de Gaulle va se lever, va se dresser contre ces intentions. D'ailleurs, il répond à Churchill qui l'informe du débarquement donc la veille, et qui lui dit: je n'ai pas à poser devant Roosevelt ma candidature pour le pouvoir en France. C'est la réponse de Gaulle, et effectivement on le comprend, et le lendemain, enfin en tout cas le 14, Bayeux entre dans l'histoire comme étant une fois de plus une capitale de la France libérée, mais plus que ça finalement, c'est le retour logique du général de Gaulle, puisque finalement le général de Gaulle n'a pas fait cette opération sans l'avoir réfléchi évidemment, et ce coup de génie il est une suite d'une réflexion, d'une véritable réflexion très, très, très forte, très profonde, que le général de Gaulle a pu avoir depuis 1940. C'est un homme qui a une vision. Et cette vision, elle va s'imposer malgré les débuts qui sont une défaite terrible. 1940, la France subit une défaite absolue. Et de cette défaite renaît finalement, de ces cendres-là va renaître une marche en avant, un élan. Cet élan, c'est la France libre, et c'est ensuite donc c'est De Gaulle. À Alger, par exemple, là, on voit se constituer très rapidement donc des organes de pouvoir. C'est le Comité national français, d'abord à Londres, qui va devenir en 1943 le CFLN, le Comité français de libération nationale, et qui deviendra un an plus tard donc le gouvernement provisoire de la République française. Et il est donc le président de ce gouvernement. Il a écarté Giraud également, qui avait été mis en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, qui aurait été le candidat, entre guillemets, des Alliés, des Américains. Absolument. Le général Giraud était le candidat des Alliés. Donc là aussi, le général de Gaulle s'est imposé naturellement, on va dire également politiquement. Alors justement, c'est là qu'on voit, Christophe Boutin,
tout l'animal politique qui était le général de Gaulle, qui renaît de ses cendres et qui arrive toujours à entraîner la conviction, avec ses convictions, à entraîner le destin quelque part. Absolument. Il réussit à le faire à chaque fois. Il a réussi à le faire ici à Bayeux, et il réussit à le faire quelques temps plus tard lorsque les Alliés se demandent s'ils vont ou pas soutenir les résistants dans Paris. Et si oui ou non la 2e DB va avoir le droit de foncer sur Paris. Parce que l'objectif des Alliés, ce n'était pas de libérer Paris. Normalement, ils passaient plus au nord. Absolument. Et ils ne libéraient pas Paris. Et ça, De Gaulle l'a pas laissé passer. Et ça, De Gaulle ne l'a pas laissé passer, effectivement. Et il a fallu ce soutien. Et il est allé directement à Paris ensuite. On connaît les images de Gaulle marchant dans Paris, alors qu'il y a encore des tirs dans la ville, qu'il pourrait être menacé. Et on connaît son fameux discours sur Paris outragé et Paris libéré. Au-delà, ce que va chercher à faire De Gaulle, c'est aussi à conforter cette légitimité qu'il a. C'est une légitimité qu'il conçoit, si on prend une légitimité weberienne, c'est une légitimité charismatique. Mais il veut la conforter dans une légitimité autre. Et c'est pour cela que les décisions qu'il va prendre vont être des décisions qui vont passer par le référendum. Le général de Gaulle, en 1945, organise un référendum pour demander aux Français s'ils veulent retrouver la Troisième République ou s'ils veulent fonder une nouvelle République. Et il leur demande leur avis. Il leur demande d'ailleurs leur avis en 2 questions. Première question, est-ce que vous voulez changer de régime? Et deuxième question, est-ce que vous acceptez le régime transitoire, l'Assemblée constituante qu'on va mettre en place, qui est déjà une Assemblée constituante, enfin un régime transitoire dans lequel l'exécutif est responsable devant le législatif avec une motion de censure. Bref, on sent bien qu'il y a déjà des éléments qu'on va retrouver ensuite dans le discours de Bayeux et qu'on retrouvera bien sûr dans la Constitution de la Ve République. Mais toujours cette volonté de retremper sa légitimité dans le soutien populaire. Et on sait que sous la Ve, De Gaulle fera rigoureusement le même usage du référendum. Il le fera en mettant en jeu sa responsabilité politique, c'est-à-dire à chaque fois en disant clairement aux Français, je vous pose la question, voilà quel est mon choix. Si votre choix est différent, je démissionnerai. On sait qu'il l'a fait finalement en 1969. Donc ce lien très particulier d'un président qui pourrait paraître suffisamment légitime comme ça par son parcours, parce que l'histoire lui a donné cette légitimité, mais qui va se retremper dans la légitimité populaire. On voit sa popularité, là on le revoit sur ces images. Alors ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'en fait, en janvier 1946, De Gaulle se retire. Absolument. Il se retire parce qu'il a l'impression que ce qu'il souhaitait n'arrive pas. Ce qu'il veut, c'est en terminer avec le régime des partis. C'est clair, c'est net. C'était déjà un élément débattu en France dans l'entre-deux-guerres. On parlait beaucoup de réforme de l'État, et avec Tardieu, par exemple, pour prendre un des politiques français qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Et ce que ne veut pas De Gaulle, c'est le retour du régime des partis. Or, il constate que malgré lui, il y a un retour au régime des partis, qu'il y a un retour à des divisions qu'il ne cautionne pas, et donc il démissionne. On sait qu'ensuite, il va y avoir la formation du RPF, il va y avoir ce parti qui va avoir un succès initialement, puis baisser en voix, avant que De Gaulle ne soit dans la véritable traversée du désert, après à partir des années 54-55, où là on est vraiment dans la seconde traversée du désert. Alors sans aller si loin, Christophe, on va peut-être on va revenir en 46, parce que à Bayeux il y a eu donc ce discours de 1944 auquel a été fait référence pendant la cérémonie. En janvier 46, il démissionne, mais il revient à Bayeux 2 ans après le discours de 1944, et il prononce ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'histoire le discours de Bayeux. C'est celui de 1946, donc 2 ans après, et on va regarder un reportage de l'époque justement sur ce retour du général de Gaulle à Bayeux et sur ce discours très très important pour les institutions françaises. Et un jour de juin encore, l'homme qui n'avait pas cédé foulait à nouveau, après 4 ans d'absence et de combat, le sol normand, tout brûlant encore des feux du débarquement. Bayeux, première ville délivrée, accueillait de toutes ses voix françaises le fugitif d'hier qui revenait en libérateur. Bayeux, 2 ans après ce retour, fait un nouvel accueil au général de Gaulle.
cette France qui compte aujourd'hui au nombre des vainqueurs, mais qui se débat encore dans les misères nées de la guerre, le général de Gaulle est venu à nouveau parler aux Français. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner et pour observer des règles de vie nationale qui tendent à nous rassembler alors que nous sommes perpétuellement portés à nous diviser. Toute notre histoire, réfléchissez-y bien, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des grandeurs fécondes d'une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort. Un discours prononcé en 1946, dans lequel on a déjà l'esquisse de ce que pourra être le régime de la Ve République. Mais la Ve République, ça arrive bien des années plus tard. Absolument. Il y en a deux grands discours qui sont les discours annonciateurs des réformes de 58, le discours de Bayeux de septembre, le discours d'Épinal quelque temps après. Voilà les deux grands discours. De Gaulle définit ici une répartition des pouvoirs qui redonne à l'exécutif un rôle majeur, alors que le système qui est mis en place avec la 4e République est un système qui va petit à petit passer du régime parlementaire, un régime d'équilibre des pouvoirs, à quasiment un régime d'assemblée, c'est-à-dire un régime dans lequel l'Assemblée nationale a tout pouvoir sur l'exécutif, change de gouvernement, c'est la fameuse valse des gouvernements que l'on va connaître sous la 4e, et cette instabilité, De Gaulle l'a décelée déjà potentiellement, et il va y mettre fin en 58. Voilà. Et il revient au pouvoir donc en 1958, c'est pas aussi parce qu'il y a des événements de la guerre d'Algérie, oui. Et on va le rechercher en fait. À une nouvelle fois, oui, effectivement, on fait appel aux plus illustres des Français, pour reprendre la grande formule de René Coty. Effectivement, on va rechercher De Gaulle. Maintenant, on va rechercher De Gaulle qui, il faut bien le dire, avait aussi, entre guillemets, les réseaux gaullistes avaient tractionné plus que dans l'ombre, enfin même meilleur que dans l'ombre, pour préparer le 13 mai et justement faire que De Gaulle apparaisse comme le recours nécessaire pour régler enfin la question algérienne. Alors de cette période historique, Christophe Bayard, de cette période des Français libres pendant la guerre, il reste aujourd'hui une fondation dont vous êtes le secrétaire général, fondation nationale. À quoi elle sert cette fondation des Français libres ? Alors cette fondation mémorielle, en fait, qui succède à l'association des Français libres au lendemain de la guerre, les Français libres qui avaient combattu dans les forces françaises libres, alors sur terre, dans les airs, sur les mers, eh bien ces Français libres ont créé une association, donc des Français libres, avec des comités à l'international également, donc elle avait une dimension internationale, et cette association des Français libres avait un président d'honneur qui était le général de Gaulle en personne. C'est unique. Voilà, c'est la seule association dont il a été le président d'honneur, mais il avait créé évidemment à Londres la France libre, on peut le comprendre. Et alors en 1994, les Français libres, voyant le temps avancer évidemment et leur rang s'éclaircir, ont décidé de créer une fondation. Et en 2000, le 18 juin 2000, donc c'est le passage de l'association à la fondation. Et depuis 2000, donc cette fondation est ouverte aujourd'hui à d'autres personnes, pas seulement donc des Français libres. Ça a été donc un club finalement en quelque sorte, une association, mais qui avait un rôle social également, très, très important, à l'image de l'amicale de la 2e DB, de la maison de la 2e DB, donc qui également était dans le même principe. Et aujourd'hui, alors son rôle, c'est de transmettre l'histoire, la mémoire et les valeurs des Français libres, hommes et femmes, donc une soixantaine de milliers d'hommes et de femmes, c'est pas beaucoup, mais qui ont malgré tout eu un rôle très important, et d'ailleurs qui étaient des volontaires, tous volontaires, des volontaires optimistes. Croire en 1940 dans la victoire de la France et des Alliés, donc il fallait vraiment avoir un optimisme presque forcené, mais il l'avait. C'est peut-être ce qui caractérise le général de Gaulle, et c'est pourquoi à Bayeux, c'est un peu l'apothéose de tout cela. Le général de Gaulle a cru tout de suite d'emblée dans la défaite de l'Allemagne, pour beaucoup de raisons, mais il avait été une sorte de comptable qui avait pu annoncer, voire que Hitler perdrait la guerre.
Merci Christophe. Alors on va se retrouver tout à l'heure tous les trois pour commenter la dernière des cérémonies de ces 3 jours de commémoration du D-Day. Ce sera la cérémonie qui va se dérouler à Cherbourg en Cotentin. Ce sera la Cité de la Mer. Alors vous pouvez la suivre sur nos supports numériques, sur Internet. Ce sera une évocation du rôle crucial et stratégique du port de Cherbourg au moment du débarquement. Vous le savez, c'était la cible des Alliés. Il fallait s'emparer de ce port pour pouvoir permettre le débarquement du matériel et entamer donc la bataille pour libérer l'Europe. Cette cérémonie est prévue vers 13h30, 13h45. Donc rendez-vous sur nos plateformes numériques pour commenter ensemble cette dernière cérémonie. Aujourd'hui, vendredi 7 juin, lendemain du D-Day. À tout à l'heure.